Broyer du noir, c'est ce qu'a fait une partie de la classe médiatique après la percée des Insoumis au premier tour des municipales. Broyer du noir au sens figuré bien sûr, avoir le blues, avoir le seum, de constater que leurs leçons de morale politique n'ont pas produit les effets escomptés dans les urnes. Mais broyer du noir a parfois pris une tournure plus littérale. Une phrase prononcée clairement, répétée à l'antenne, et malgré ça, transformée en faux débat racial. Regardez comment une intox se fabrique. La phrase d'origine est là, elle est audible, elle est clairement répétée, et pourtant, ce n'est pas celle qui va circuler. Évidemment, Saint-Denis, c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où... La ville des rois et du peuple vivant. C'était ma question. C'est aussi une ville où... Du peuple. Pour Bali Bagayoko, tout avait commencé comme une victoire symbolique. Élu dès le premier tour à Saint-Denis, deuxième ville d'Île-de-France avec ses 150 000 habitants, le candidat LFI a arraché dès le premier tour la mairie au Parti socialiste. Presque un sacre, presque accueilli comme un roi. Et puis, très vite, tout a mal tourné. La phrase d'origine, Saint-Denis, ville des rois morts et du peuple vivant, ne souffre pourtant d'aucune ambiguïté. Mais ce qui va circuler, d'abord à l'extrême droite, puis dans la bouche de certains journalistes, ce n'est pas ce qu'a dit Bali Bagayoko. Non, c'est tout autre chose. Une autre phrase, une autre tonalité, une autre coloration. Vous avez dit c'est aussi la ville désormais, alors que un de mes confrères vous interrogeait sur la ville des rois, vous disiez c'est aussi la ville des noirs. Est-ce que ça compte pour vous? C'est pas la ville des noirs, c'est la ville donc des rois et du peuple vivant. C'est ça, en fin de compte, le terme complet, en fin de compte, qui a été rappelé. Quand on voit Saint-Denis, le maire qui vient d'être élu dit on est la ville des Noirs. Quand le nouveau maire de Saint-Denis, ça n'est pas la ville des rois, ça n'est pas la ville des rois, c'est la ville des Noirs. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est très très grave. C'est très grave. Non, je regrette. Je regrette. Ça a été exactement. C'est même excusé elle-même d'avoir mal entendu. Oui. Le son était très dit. mauvais. Ce n'est pas vrai. Écoutez, elle dit la ville des rois et du peuple vivant. Voilà. Tout à fait. Il ne dit pas. Il dit quoi? La ville des rois et du peuple vivant. Mais on entend ces... Et comme si la phrase déformée ne suffisait pas, voici la suite. Après le faux débat racial, le soupçon. Le soupçon sur la probité, le soupçon sur la légitimité même de l'élection, le soupçon qu'un maire comme lui ne pouvait pas avoir gagné autrement. Après la phrase qu'il n'a jamais dite, voici les accusations qu'on ne prouve pas. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, sur la participation, pointent le fait que les cités de Saint-Denis ont survoté dans cette élection et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs? Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir appelé à faire des procurations. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, effectivement, qui disent que dans la salle des fêtes de la mairie, lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui? Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu? Il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire, en fait? Une phrase mal entendue, puis des insinuations sur les dealers, les procurations, les points de deal, la vidéosurveillance. En quelques heures, on est passé d'une intox racialisante à une suspicion généralisée sur l'homme, sur son entourage, jusqu'à sa victoire elle-même. Comme si, au fond, le problème n'était pas seulement ce qu'il avait dit, puisqu'il ne l'avait pas dit, mais le fait même qu'un homme noir, prenant une gauche de rupture, ait gagné. Voilà, maintenant que le climat est posé, celui d'un racisme banalisé, où le commentaire va plus vite que la vérification, où les allégations précèdent les faits, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet de ce nouvel épisode de la VAR politique. Vous le savez, au football, la VAR, V-A-R, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole des politiques. Dans cet épisode, on va se demander pourquoi l'Assemblée nationale a observé une minute de silence pour un néo-nazi,
alors même que de nombreux éléments sur son engagement à l'extrême droite étaient déjà connus. Mais avant ça, ce message du média pour vous rappeler que nous avons besoin de vous pour continuer à vous informer et à construire un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Pour soutenir le média, si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don défiscalisé. Grâce à vous, le combat peut continuer. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un drame, c'est aussi l'histoire d'un emballement politico-médiatique où Quentin Derenque a été transformé en quelques jours en victime exemplaire, parfois même en figure héroïque, alors que des éléments importants de son engagement dans la mouvance néofasciste et néo-nazie étaient déjà documentés. Qui sont les responsables de la mort de Quentin jeudi soir à Lyon? Le jeune homme accompagnait un groupe identitaire d'extrême droite. Qui a agressé Quentin, jeune militant identitaire mort de ses blessures hier? Les zones d'ombre restent nombreuses. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant, mais on sait que le jeune homme est décédé à la suite de coups à la tête. Selon le procureur, la victime a été frappée par au moins 6 personnes, mais il n'en a pas dit plus sur le profil des agresseurs. Quentin Derenque avait 23 ans. Son meurtre est un crime, c'est indiscutable et condamnable. Ce qui nous intéresse ici, c'est la vitesse à laquelle une bonne partie de la classe politique et médiatique a rapidement transformé ce drame en canonisation politique. On nous a immédiatement décrit un garçon pieux, studieux, presque inoffensif. Quentin, c'était un homme qui est unanimement décrit autour de lui comme droit, un esprit sain dans un corps sain, disent beaucoup de ses proches, profondément bon et généreux, animé à la fois par un patriotisme flamboyant et une foi chrétienne profonde, mais ni fasciné par la violence, ni même physiquement aguerri pour le combat. C'était un garçon surtout tourné vers les études et la réflexion. De là venait chez Quentin donc cette fréquentation de diverses activités, tantôt religieuses, tantôt politiques. Ça allait de la chorale et des maraudes de sa paroisse, au collage d'affiches de l'Action française ou aux activités du groupuscule nationaliste de Bourgoin-Jallieu, baptisé les Allobroges, dont il est beaucoup question ces jours-ci, ou même du défilé d'extrême droite radicale du comité du 9 mai à Paris. Tout cela était mêlé dans la vie de Quentin. Dans cet inventaire à la Prévert, CNews mentionne l'Action française et le comité du 9 mai comme s'il s'agissait de simples détails biographiques. Mais le comité du 9 mai, ce n'est pas une fête de paroisse, c'est un défilé de néo-nazis. Tatouage de croix gammées et des références plus ou moins subtiles à l'idéologie nazie et même des saluts nazis lorsqu'ils pensent que personne ne les voit. Durant la manifestation du comité du 9 mai, les néofascistes ont montré leur proximité évidente avec l'idéologie du Troisième Reich. Et pourtant, ils ont pu défiler en toute tranquillité, entourés d'un cordon de police. Le sujet n'est donc pas seulement ce qui a été dit de Quentin Derenque. Le sujet, c'est surtout ce qui n'a pas été dit au moment où on en faisait un personnage exemplaire. Parce qu'à partir du moment où l'on tait la nature réelle des groupes qu'il fréquentait, on ne raconte plus un parcours politique. On cherche à le blanchir, à l'aseptiser. Mais blanchir un profil sur les plateaux de Bolloré pour mieux l'héroïser, c'est aussi la spécialité de Philippe de Villiers. Un garçon qui était un modèle, et demain probablement un modèle héroïque, de pureté vertueuse, pacifique, de tempérament, catholique. Il faisait la maraude, c'est-à-dire qu'il allait aider des sans-abri. Pour un fasciste, c'est quand même pas donné. Hein. Alors le Quentin médiatique, c'est pas du tout ça. Le Quentin médiatique, c'est la reductio ad Hitlerum. Passer par la reductio ad Hitlerum, ça donne ceci. Un activiste de l'ultra-droite, d'extrême droite, nasillon, néo-nazi, c'est Goebbels, quoi. Un petit Goebbels, voilà. Là, on franchit encore une étape. On ne parle plus simplement d'une victime, on construit une figure sacrificielle, presque exemplaire. Philippe de Villiers ne se contente pas de défendre sa mémoire, il érige Quentin Derenque en modèle pour la jeunesse française. Mais cette fable va définitivement voler en éclats 3 semaines plus tard, après la publication d'une enquête de Mediapart qui a exhumé des milliers de tweets de Quentin Derenque publiés sous pseudo. Et là, on change radicalement d'univers.
Ces publications, attribuées à Quentin de Ranc, montrent un racisme, un antisémitisme exacerbé, une glorification du fascisme et une nostalgie du nazisme. On découvre des insultes contre Simone Veil, des appels à la mort totale des nègres et un soutien explicite à Hitler. Et pour ceux qui douteraient de ces révélations, la VAR a retrouvé une archive numérique via la Wayback Machine. Le 24 septembre 2024, ce compte du réseau X attribué à De Ranc partageait un extrait de Mein Kampf avec ce commentaire « à faire lire à tous les lycéens ». Ce n'est pas une rumeur, c'est une trace numérique, indélébile, que l'entourage de De Ranc a d'ailleurs confirmé au Figaro. Pourtant, quand la députée Alma Dufour dit que Quentin de Ranc était un néo-nazi, regardez comment elle est traitée. Vous voyez bien qu'il y a un émoi national et des répercussions que vous vouliez ou non. Mais moi, je suis en train de vous dire qu'il y a un émoi national sur le fait qu'on ait fait une minute de silence pour un néo-nazi, d'accord? Donc chacun son émoi national. En la personne de Quentin de Ranc. Donc Chamois... En la personne de Quentin de Ranc. La victime est un néo-nazi. Quentin de Ranc, néo-nazi. Vous assumez vos propos ce matin. Il était au défilé du 9 mai en mai dernier ou pas? Vous savez ce que c'est le défilé du 9 mai? Vous savez ce que c'est le défilé du 9 mai? Vous savez ce que c'est le défilé du 9 mai? C'est des gens qui chantent des chants. Voilà, pour vous, c'est Action française, néo-nazi. Bah écoutez, c'était un de ceux qui était envoyé. C'est un procès politique là, que vous faites. Pardon, vous l'avez pas vu les images? C'est un procès politique. Il était au défilé. Il faut attendre la justice, que la justice passe et vous faites un procès politique. Non mais là, je vous parle de faits antérieurs sur lesquels il n'y a pas de jugement. Il y a les images. Il était au défilé du 9 mai. Le défilé du 9 mai, tous les ans, c'est d'un défilé néo-nazi. Donc c'est moins grave, c'était un fasciste, c'est ça? Dans cette séquence, un contraste saute aux yeux. On a vu une grande indulgence pour ceux qui édulcoraient son parcours, tandis que les responsables politiques, qui rappelaient sa présence au défilé néo-nazi du 9 mai, ont, eux, été immédiatement sommés de se justifier. Et dans la foulée de ce cadrage politique et médiatique plus que bienveillant, à l'Assemblée nationale, sur proposition d'Éric Ciotti, on s'est levé pour une minute de silence en hommage à Quentin de Ranc. Je suis satisfait. C'est bien le moins que la représentation nationale puisse faire après ce crime terrifiant, odieux, ce crime politique. Yael Braun-Pivet a parlé d'émotion, d'un jeune homme mort à 23 ans et a demandé à l'hémicycle d'observer ce recueillement au nom de tous. C'est avec émotion que nous avons appris le décès du jeune Quentin de Ranc. Victime d'une agression, d'une violence inouïe, commise par plusieurs individus à Lyon, il a succombé à ses nombreuses blessures. Personne ne devrait mourir à 23 ans. Personne ne devrait mourir pour ses idées. En notre nom à tous, j'adresse nos pensées à sa famille et à ses proches endeuillés. Le problème n'est pas de dire qu'une mort violente ne mérite ni compassion ni gravité. Non, le problème, c'est la précipitation politique. Le problème, c'est qu'une institution aussi lourde de symboles que l'Assemblée nationale a rendu un hommage solennel avant d'avoir pris la mesure de ce qu'elle honorait exactement. Le problème, c'est de ne pas avoir su résister au cadrage imposé par l'extrême droite politique et médiatique. L'institution a cédé à la bataille des récits menée par les droites extrêmes. Avant cette minute de silence, la représentation nationale disposait pourtant d'éléments publics suffisants pour empêcher toute précipitation. Alors oui, la mort de Quentin de Ranc appelle la gravité. Oui, la violence politique doit être condamnée sans réserve. Mais non, cette condamnation n'obligeait pas l'Assemblée à rendre un hommage unanime et précipité à un militant dont des attaches avec la mouvance néofasciste étaient déjà publiquement documentées. Personne ne devrait mourir pour ses idées. Mort pour ses idées, dit la présidente de l'Assemblée, qui valide le récit de l'extrême droite avant même les conclusions du procureur. Seul ce député a tenté d'alerter sur cette dérive en émettant quelques réserves. J'ai effectivement émis des réserves. Moi, je ne sais pas exactement ce que le procureur dira de cette affaire. Il y a bien effectivement un crime qui a été commis. Pour l'instant, j'aimerais en avoir les tenants et les aboutissants avant de savoir
si véritablement il faut faire une minute de silence ou pas. Il ne faut pas confondre la tyrannie de l'immédiateté des réseaux sociaux qui s'emparent de tout ça avec, en fait, moi j'attends évidemment que la justice se prononce pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Pour Quentin de Ranc, la présidente de l'Assemblée nationale a balayé toute prudence dans son discours. Alors comparons les époques. En 1986, Malik Oussekine, 22 ans, est matraqué à mort par la police. Jacques Chaban-Delmas, alors président de l'Assemblée, ne politise pas l'hommage. Pas plus qu'il ne s'aventure à tirer des conclusions sur les causes du décès de Malik Oussekine. Cette nuit a ajouté aux 2 blessés graves de la soirée précédente un mort. Et l'Assemblée nationale, tout entière, présent ou absent, le déplore. Le déplore et je transmettrai à la famille de cet homme l'expression des condoléances très sincères et de notre participation à son chagrin. 2023, mort de Naël, 17 ans, tué à bout portant par un policier à Nanterre. Yaël Braun-Pivet se montre très prudente. Le décès du jeune Naël, âgé de 17 ans, survenu hier à Nanterre, suscite une forte émotion dans le pays. Il conviendra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. L'enquête est en cours et la justice devra se prononcer. L'enquête est en cours et la justice devra se prononcer. Mais en 2026, pour le militant néofasciste Quentin de Ranc, Braun-Pivet change de doctrine. Elle n'attend pas la conclusion des enquêteurs pour affirmer que Quentin de Ranc est mort pour ses idées. C'est le triomphe de l'immédiateté sur la raison. C'est aussi une victoire politique totale pour l'extrême droite qui a réussi à imposer son martyre au cœur de la République avec la complicité de celles et ceux qui prétendent la défendre. À Saint-Denis, on a déformé les mots d'un maire noir pour le salir. À Lyon, on a minoré, euphémisé ou passé sous silence le parcours d'un néofasciste pour l'honorer. Ici, on invente et là, on blanchit. Le meurtre de Quentin de Ranc est condamnable comme tout crime, mais l'hommage de l'Assemblée nationale, lui, est une faute politique majeure. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.